La porte verrouillée du bain est fermée par un lourd cadenas. Du cire séché recouvre le fer. Et sur le mur à côté est accrochée une carte des canaux d'évacuation, avec des flèches indiquant le sens du courant et des marques sombres indiquant les éclats. Près du pont, une odeur aigre d'eau stagnante se dégage. Une pellicule graisseuse tremble dans une gouttière étroite et des mouches s'y affolent. Sur la place voisine, un greffier inscrit tranquillement dans un registre les dernières amendes pour débauche, tandis que, dans le même fossé, au coin de la rue, des déchets de cuir collent au sol. La ville fait semblant d'avoir peur des cadavres, ferme les portes et achète des seaux, mais laisse l'eau couler sur les charognes et les effluents de teinturerie. Ici, la mortalité n'est pas annoncée à la mairie. On la devine à l'odeur. Je vous salue et vous invite à écrire dans les commentaires d'où vous regardez et comment est organisée votre eau quotidienne. Où coulent les égouts pluviaux qui nettoient les cuvettes? Y a-t-il des couvercles sur les puits? Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une écoute sereine mais attentive. La suite sera une chronique aride sur la façon dont la morale remplace les égouts et dont la population adulte en paye le prix. Je parle de l'année où le Conseil a fermé les bains publics jusqu'à ce que les mœurs s'améliorent, a instauré des rondes nocturnes pour veiller à la décence et a étendu les pouvoirs des gardes aux blanchisseries et aux cours. De nouvelles lignes sont apparues dans les livres comptables. Les salaires des inspecteurs, l'achat de serrures, l'amidon pour les cachets, l'entretien des cellules pour les contrevenants. Sur la page voisine, la colonne consacrée à l'approfondissement de la cuvette principale était vide, reportée à un moment opportun. Les notes médicales de la même époque étaient pauvres et honnêtes. Rue, puits, abattoir, teintureries, dates d'enterrement. Là où se trouvaient la tannerie et la boucherie, où les copeaux de cuir pourrissaient dans la chaleur et où suintait un liquide épais, les semaines d'enterrement s'accumulaient. Ces listes ne comprenaient que des adultes. Travail pénible, eau insalubre et mortalité adulte sans fioriture. Le premier tournant n'est pas né dans les sermons, mais sur la carte. Les flèches des égouts coïncidaient avec les chaînes de tombes. Les rues, avec des couvercles de puits fermés, et leurs propres cours supportaient mieux l'été. Les ruelles étroites, où la gouttière était au niveau du seuil, devenaient des couloirs de maladie. Le mythe expliquait tout par la débauche, car elle est facile à contrôler. On peut l'interdire, la disperser, mettre un cadenas et rendre des comptes. Le document disait autre chose, plus discrètement, les règlements des bains publics sur la profondeur des fosses septiques, la pente des caniveaux, l'ordre de changement de l'eau, les planchers au-dessus des gouttières, l'amende infligée au maître pour débordement. On y comptait les seaux, les heures et les personnes avec des pelles, et non les pensées des autres. La deuxième bifurcation est visible par comparaison avec la commune voisine.
où les bains n'ont pas été fermés. Là-bas, un règlement strict a été mis en place. Des horaires répartis sur plusieurs jours pour les ateliers, un changement obligatoire de l'eau, l'interdiction pour les magasins voisins de vider leurs eaux usées les jours de bain, une sanction pour le maître en cas de puisard débordant. Des rappels moraux ont été faits, mais ils n'ont pas remplacé les règles sanitaires. Les notes des médecins indiquaient que pour une densité de population similaire, la mortalité pendant la canicule était plus faible que dans la ville, qui avait choisi les patrouilles plutôt que les planchers. Le règlement des bains était austère et salvateur. Profondeur en coudée, pente en pourcentage, ordre de nettoyage par heure, pas un mot sur les tentations, mais un ordre des opérations. La troisième issue se manifestait dans le budget. Le montant des amendes saisonnières pour décence équivalait au coût de la consolidation des murs de la gouttière principale, à l'intersection de 3 rues et à l'achat de lourds couvercles pour 2 puits. Mais les amendes rapportaient des revenus et rendaient le pouvoir visible, tandis que les fossés apportaient le silence et la disparition de l'actualité. Il était politiquement plus sûr de brandir la morale que de se disputer avec les ateliers dont les eaux usées empoisonnaient les voisins. Les tanneurs ne voulaient pas transporter leurs déchets en aval. Les teinturiers s'opposaient aux restrictions quotidiennes et aux couleurs. Les propriétaires d'abattoirs s'accrochaient à l'eau près du mur. Ainsi, la lutte contre la débauche est devenue un prétexte pour économiser sur les tuyaux et les planches. Je laisse 3 liasses de papier sur la table, les statuts des bains, les budgets municipaux, les notes des médecins, et ils se disputent entre eux plus honnêtement que n'importe quel discours. Les statuts exigent de la profondeur et de l'inclinaison, les budgets tendent vers les châteaux et les gardes. Les médecins reportent les dates des funérailles sur une carte et obtiennent un dessin composé d'arrows et de pointes noires. Là où, à la fin de la saison, on a tout de même trouvé de l'argent pour les planchers et les couvercles, les marques noires se sont espacées. Là où l'on continuait à rechercher le bruit et les rires, les points suivaient la ligne grasse du drain du tanneur. Les adultes survivaient non pas grâce aux notes, mais grâce à l'eau chaude, au couvercle du puits et à la planche au-dessus du fossé. Ce n'est ni un spectacle, ni un slogan, c'est une pratique simple qui sauve toujours mieux que le seau sur la serrure. Je continue à marcher sur le papier et sur l'eau. À partir des dossiers contenant les statuts, les listes d'amendes et les notes médicales, se dessine un itinéraire monotone de la maladie, que l'on peut parcourir à pied, du abattoir à la blanchisserie, de la teinturerie au fossé à ciel ouvert, du fossé au puits sans couvercle. Dans le quartier du marché, la ville a inventé une nouvelle luxure cette saison-là, une dénonciation pour une cour trop joyeuse coûtait moins cher que l'enlèvement de 2 charrettes d'ordures. Toute une économie de la décence s'est développée autour de cette différence. En une seule journée, la patrouille
collectait plusieurs amendes et revenait à la mairie en vainqueur. En une seule journée, les gens enfonçaient leurs bottes dans la boue avec leurs pelles et leur travail disparaissait dans la pluie du matin, sans laisser de traces visibles. Je regarde le devis et je vois comment le goût politique choisit le visible. Le rituel du cadenas sur la porte du bain devient le théâtre du pouvoir, tandis que le plancher en bois au-dessus de la gouttière devient le silence quotidien que l'on ne montre pas sur la place publique. Les notes du médecin sont persistantes. Elles mentionnent les lavandières et les apprentis adultes dont les cours se trouvent en aval. Là où, au début de la saison, on a posé un plancher et transporté le tas de fumier vers un terrain vague en aval, les lignes funèbres se sont espacées vers la fin de l'été. Là où l'on avait économisé sur les planches, la maladie s'était propagée le long de la gouttière. Les calculs arides de ces cahiers semblent être une langue étrangère pour ceux qui écrivent sur la tentation. Mais c'est précisément eux qui dessinent une deuxième image, plus précise, de la ville. Au lieu de la morale, des frictions. Au lieu du vice, la pente du fossé. Au lieu de la tentation publique, le voisinage avec le déversoir des tanneries. Je ne romantise pas le bain. C'est un atelier, comme une forge ou une teinturerie. Son règlement est un mode d'emploi pour l'utilisation de l'eau chaude, de l'air et de la pierre. Et quand on le remplace par une affiche moralisatrice, l'habitude de prendre soin de son corps comme d'un outil de travail disparaît, remplacée par une caisse de pénalité. Le mythe continue à construire des chaînes de causes à effet commode, dans lesquelles les rires à la blanchisserie sont transformés en source de malheur. Le document y répond par des détails insignifiants. Une ancienne disposition mentionne les couvercles des puits, lourds, sur charnière, afin qu'ils ne s'abîment pas dans la boutique et ne soient pas retirés pour faire des économies. Une autre mentionne la distance entre les boucheries et la gouttière la plus proche. Au moins plusieurs coudées, afin que la graisse n'ait pas le temps de se solidifier dans les caniveaux. Une troisième concerne le nettoyage du sol des bains publics, à heure fixe et non quand l'envie en prend. Ces prescriptions ennuyeuses ne contredisent pas les leçons de morale. Elles les contournent, comme l'eau contourne la pierre. Et chaque fois que le pouvoir revient à la modestie, il se détourne de ces points et des personnes dont le travail est désagréable à voir, mais salutaire pour les poumons. Je vois apparaître une brève expérience, non pas à des fins scientifiques, mais par nécessité. Dans un quartier éloigné, où les nouvelles maisons s'enrichissent plus vite que les anciennes, les anciens acceptent une chose simple. Pendant 1 mois, ils gardent le bain ouvert selon un règlement strict, surveillent le changement de l'eau, installent des planches au-dessus du fossé et ferment les 2 puits avec des couvercles lourds. Dans le budget, cela représente une somme équivalente à 2 semaines de patrouille
de décence. Les carnets médicaux indiquent qu'à la mi-mois, le nombre de funérailles se stabilise et cesse d'augmenter. Dans le quartier voisin, où l'ancien régime de cadenas et de raids a été maintenu, les files funéraires continuent de s'allonger. Je ne fais pas ici de grands discours, mais simplement 2 piles de papier voisines, placées l'une à côté de l'autre, donnent 2 graphiques différents. Le premier graphique ressemble à une descente vers la plaine, le second à un sentier qui monte vers un éboulis. La pression religieuse revient à l'ordre du jour, comme toujours, en période de peur. Les prédicateurs mettent en garde contre la faiblesse. La ville augmente les amendes pour les rassemblements nocturnes. Les blanchisseries doublent la fréquence des rondes. Cela ne se transforme pas en description détaillée de la douleur. Cela ressemble à un fait social. Les habitants adultes paient de leur argent et de leur fièvre le fait que le pouvoir ait choisi des rituels visibles plutôt qu'une trompette invisible. Au cours de la même période, une note du maître charpentier est déposée sur le bureau de la mairie. Il demande que les planchers soient payés, non pas ponctuellement, mais selon la norme trimestrielle, expliquant que les planches pourrissent et doivent être remplacées, de préférence par temps sec. Personne ne cite ces propos. Mais son estimation est plus proche de la réalité que n'importe quelle prescription bruyante. Si les planches sont payées selon la norme, les rats seront gênés, l'eau aura un endroit où s'écouler, et les travailleurs auront un endroit où sécher leurs bottes sans s'enfoncer dans une boue collante. Je reviens au bain public comme à un point où le remplacement est particulièrement visible. Ils ne sont pas fermés parce qu'ils sont plus dangereux que les fossés, mais parce qu'il est pratique d'apposer des scellés sur leurs portes. Le règlement des bains publics comprend un point sur les décanteurs, un autre sur le changement de l'eau, un autre sur le lavage des sols et les horaires, et une amende pour le maître en cas de débordement. Là où ces points sont appliqués, le bain public fonctionne comme un filtre et comme un programme de propreté. Là où ils sont remplacés par la bienséance, la ville reçoit les mêmes corps, les mêmes seaux et la même saleté, mais sans contrôle, sous le nez du gardien, pour qui il est plus facile de surveiller les gens que la gouttière. Le médecin écrit que les adultes supportent mieux la situation lorsqu'il y a de l'eau chaude, un bac séparé pour le linge et de l'ordre, plutôt que de la peur. C'est une phrase discrète, mais au cimetière, on y croit. La comparaison des estimations donne un troisième tournant, moins émotionnel, mais précis. Au cours de la saison, la ville a collecté des amendes d'un montant équivalent au renforcement des parois du collecteur principal à un carrefour clé, plus la fabrication d'une demi-douzaine de couvercles lourds et l'embauche de personnes munies de pelles pendant plusieurs semaines. Cet argent a été consacré aux gardes, à la cire et à l'amidon. À la fin de la saison, nous avons instauré une discipline de la peur, mais le niveau d'eau dans le fossé n'a pas baissé. La peur est transparente. Elle est de bon marché sur le moment,
mais coûte cher en termes de tombe. La pratique, en revanche, est plus coûteuse au départ, mais moins chère à long terme. Je n'en tire aucune morale. Je me contente de faire le bilan. Là où les autorités ont le courage de contester les ateliers, le papier commence soudainement à fonctionner. Les tanneurs sont chargés d'évacuer les déchets en aval, hors de la ville. Les teinturiers doivent respecter les jours de vidange et installer des grilles en bois pour les piéger. Les abattoirs n'ont plus le droit de découper près du mur du marché, transférant le sang du matin là où les voisins ne boivent pas l'eau. La décision suscite un mécontentement sourd de la part des ateliers puissants, mais dans les registres mortuaires, quelques semaines plus tard, les répétitions habituelles des noms de rues associés au mot tannerie disparaissent. Ce n'est ni un miracle, ni une punition divine. C'est simplement la conséquence du fait que l'eau cesse de retourner dans la cruche par le caniveau. Et à ce moment-là, on voit clairement comment le mythe cède la place au document lorsque le papier cesse d'être seulement un cachet et commence à être un plan d'action. Je clôt ce chapitre de l'histoire non pas par un repentir ou un triomphe, mais par un schéma de travail qui, une fois mis en place, soutient la ville comme l'articulation de l'épaule soutient la main. Il comprend des bains avec un règlement, des planchers à remplacer régulièrement, des couvercles à charnières, des pentes de fossés, l'évacuation des déchets en aval, des pelles qui sont payées avant la pluie et non après les funérailles. Il n'y a presque pas de raison de faire de beaux discours, mais les pages, avec des points noirs sur la carte, se font de plus en plus rares. Et lorsque le greffier apporte un nouveau registre des amendes pour débauche, ce registre ne semble plus être une source de fierté. Sur fond de couvercles lourds et de planchers silencieux, il ressemble à une nouvelle tentative de parler du corps plutôt que de s'occuper de l'eau. Je continue à garder à l'esprit deux livres parallèles, le papier sur la décence et le papier sur l'eau. Et je vois comment ils donnent à la ville des directions différentes. Le premier exige que l'on prête attention au corps, aux horloges, aux portes. Le second s'appuie sur la pente, les planchers, les couvercles et les gens avec des pelles. En cette saison, la ville fait une fois de plus le choix du visible. Au début de la semaine caniculaire, il y a plus de gardes au carrefour. On compte les paniers dans les blanchisseries. On arrête les clients adultes dans les tavernes et on vérifie leurs noms dans des carnets. Au cours de ces mêmes jours, en aval, une couche de graisse forme un ruban continu à la surface de l'eau. Et près du déversoir de la tannerie, on remarque des couches de déchets qui n'ont pas été évacuées à temps. Je ne fais pas de mystère lorsque, le soir, l'eau chaude des cours s'écoule dans les gouttières ouvertes avec les déchets de cuisine. Le matin, des traces collantes se répandent sur les surfaces, visibles par tous ceux qui nettoient leur seuil. C'est sur ces traces que reposent nos statistiques. Là
où les cours disposent d'un puits commun sans couvercle. Les gens font la queue avec leurs seaux. Les notes médicales indiquent clairement que les adultes, souffrant de douleurs aux épaules et au bas du dos dues à la chaleur, reviennent plus souvent à ce puits qu'à la source plus éloignée, qui est fermée par un couvercle lourd et nécessite des pas supplémentaires. Et plus le seau est descendu souvent dans la fosse commune, plus la surface est recouverte d'une pellicule brillante, invisible à midi, mais bien visible à la lumière du matin. Les statuts contiennent une clause à laquelle on n'accorde plus d'importance depuis longtemps. Le couvercle doit être à charnière et muni d'un loquet afin qu'il ne soit pas vendu à la coupe sur le banc voisin et emporté sous un auvent. Cette clause ne concerne pas la morale, mais la discipline des objets. Lorsque les couvercles se font rares, l'eau devient le lieu de rencontre de toutes les odeurs du quartier. Je surveille un autre bouleversement qui n'aime pas se montrer. La pluie. Une fois par saison, une forte pluie emporte les déchets accumulés sur les bords de la gouttière et transforme le caniveau en un torrent impétueux. Ce jour-là, les gardes de la bienséance infligent moins d'amendes, les gens se cachent, et l'eau emporte tout ce qui n'est pas retenu par les passerelles. Le lendemain, dans les quartiers en aval, de nouvelles lignes apparaissent dans les registres mortuaires une semaine plus tard. Ce n'est ni une surprise, ni une punition. C'est une question de mathématiques. Là où une planche était posée au-dessus du caniveau et où la grille retenait la boue, le déferlement est plus doux. Là où il n'y avait pas de planche, le caniveau est devenu une gouttière. La pluie n'est pas un ennemi en soi, mais un test pour nos infrastructures. Et si la ville a préféré une serrure sur la porte des bains publics à une planche au-dessus du caniveau, la pluie révélera à chaque fois ce choix. La scène politique est simple ces derniers mois. Lors des réunions, on évoque la modération, l'ordre à une heure tardive, la mixité. Il est plus difficile de parler des remises accordées aux ateliers pour qu'ils transportent leurs déchets en aval. Il est plus facile de diriger les gardes que de se disputer avec les ateliers. Les autorités évitent les conflits ouverts avec les tanneurs et les teinturiers. Ils sont soutenus par l'argent, connus par leur nom, et ont accès aux anciens. En revanche, les contrôles dans les rues apportent des lignes monotones et compréhensibles dans le livre des recettes. Je n'attribue pas de mauvaises intentions. Je constate simplement la gravité financière. L'amende augmente d'elle-même, comme les mauvaises herbes, si elle n'est pas payée à temps. Les dépenses pour les cuvettes, au contraire, nécessitent une décision et une signature. C'est dans cette différence que se cache notre saison de mortalité. Une distinction sèche mais importante existe également entre les sexes au sein de la hiérarchie du pouvoir. La serrure sur la porte du bain est considérée comme une précaution pour préserver la pudeur des femmes. Cependant, le règlement du bain, lorsqu'il est appliqué, protège de la même manière les corps des femmes et des hommes. Horaires,
changement de l'eau, bassins séparés, nettoyage du sol, ordre de sortie. Le document ne flatte la vertu de personne, il économise les forces et réduit les risques pour une ville artisanale où les femmes adultes transportent des paniers et les hommes adultes abattent des animaux. Le mythe, quant à lui, déplace la conversation dans le domaine des poses, où les hommes peuvent parler d'honneur et les femmes doivent écouter les conseils. C'est un langage bon marché pour un prix élevé. Dans les registres mortuaires de ces années-là, on trouve davantage de lignes à côté des rues des bas-fonds, où les lessives vont dans les mêmes gouttières que les abattoirs, et où le bain public fermé n'a laissé à personne une pierre propre sous les pieds. Je reviens à la logistique mineure dont dépendent les fenêtres et les poumons. Tous les quelques jours, les concierges doivent retirer la couche supérieure du décanteur près du poêle du bain et la transporter sur un chariot vers un endroit en aval. Le document le mentionne clairement et succinctement et prévoit une amende pour le maître si le trop-plein se déverse dans la rue. Lorsque le bain est fermé, cette opération simple disparaît avec lui. L'eau des cours commence à transporter ce qui était auparavant filtré dans le décanteur directement dans le réseau urbain de canaux. Les mêmes personnes qui, sous le régime en vigueur, étaient responsables de ce travail salissant, perdent leur emploi et deviennent des statistiques invisibles. Leurs mains cessent de retenir la saleté à la source, et la ville la reçoit à sa porte. Chaque perte de ce type n'est pas une morale abstraite, mais la disparition d'une compétence spécifique, écopée, évacuée, fermée. Je regarde à nouveau la commune voisine, où le règlement maintient le bain ouvert. On y critique les excès, mais on n'annule pas le calendrier. L'agenda moral résonne dans les sermons, et l'agenda sanitaire dans les horaires. Les carnets médicaux notent un effet difficile à aimer, mais facile à vérifier. Moins d'abcès aux pieds, moins d'inflammation cutanée, moins de fièvre chez ceux qui respectent l'horaire de changement de l'eau. Ce n'est pas une victoire que l'on célèbre sur la place publique, elle n'a pas de slogan. Mais c'est elle qui perturbe le rythme du scribe funéraire. Le paradoxe réside dans le fait que l'ordre de la modestie, sous la forme d'une heure distincte, est donné précisément là où l'ordre de la propreté fonctionne comme un système d'ingénierie et non comme une punition morale. Dans notre ville, après une averse et de longues discussions à la mairie, qui n'ont fait l'objet d'aucune chronique, une série de décisions discrètes finit par voir le jour. Une somme qui, au trimestre dernier, avait été consacrée au renforcement des raids nocturnes, est allouée à l'achat de planches pour les planchers. Au carrefour principal, la pente du caniveau est recalculée à l'aide d'une règle plutôt qu'à l'œil nu. Plusieurs couvercles lourds sont remis en place sur les puits et fixés à l'aide de charnières afin qu'ils ne puissent pas être vendus à la pièce. Et presque immédiatement,
Sans fanfare, le régime des blanchisseries est modifié. Les jours où le bain public est ouvert, il est interdit de vider les bassins les plus proches. Tout cela ressemble à une liste d'innovations ennuyeuses. Mais quand je regarde à nouveau la carte des marques funéraires, je vois que les lignes qui longeaient les gouttières sont interrompues. Elles ne disparaissent pas, mais elles sont interrompues. C'est le langage de l'infrastructure. Elle s'exprime par des fragments de silence. Je note délibérément les mouvements inverses, car le mythe ne disparaît pas. Dès que la saison des odeurs nauséabondes s'achève, la mairie augmente à nouveau les amendes pour rassemblement nocturne, discute à nouveau de la modestie vestimentaire et augmente à nouveau le nombre de gardes. Les tuyaux et les planchers sont immédiatement inscrits sur la liste à reporter au printemps prochain. À ce moment-là, il devient clair que la victoire du papier sur le mythe n'est pas ponctuelle. Elle doit être répétée, comme tout nettoyage. Et c'est là l'essentiel, ce qu'implique un choix adulte. Il faut penser à l'eau non pas en cas d'urgence, mais selon un calendrier. Les carnets médicaux, dans lesquels chaque mois a sa propre page, montrent le mieux le prix de la régularité. Là où il y a un calendrier, le calendrier de la mort est brisé. J'amène cette partie à un autre conflit important, bien que discret. Celui entre une vision pieuse du corps et le courage quotidien de mettre de l'ordre autour de l'évacuation. Le premier système apporte du réconfort, car toutes ces actions peuvent être énumérées sur la place publique. Serrure, sceau, garde, amende. Le second système ne réconforte personne, car ces actions sont invisibles. Couvercle, pelle, planche, pente. Mais seul le second système est capable de réduire les odeurs et de laisser un adulte en vie. C'est là la vérité politique d'une ville communale. Le respect du corps ne s'exprime pas par la prédication, mais par la rémunération de ceux qui travaillent avec la saleté. Pour ne laisser aucun doute, je rassemble à nouveau 3 paquets de papier. Les statuts, les devis, les notes médicales. Les statuts approuvent la pente et le changement d'eau. Les devis paient soit les personnes avec des pelles, soit les gardes. Les cahiers consignent le résultat. Lorsque la ville donne de l'argent aux gardiens de la décence, les lignes funéraires suivent les flèches du courant. Lorsque la ville paye pour les planches et les couvercles, les lignes sont interrompues. Ici, il n'y a rien à embellir. Ici, il n'y a rien à citer. Ici, il n'y a que le résultat. Et si quelqu'un a besoin d'un slogan, ce ne sera pas un son, mais une odeur qui disparaît là où l'eau qui se déverse cesse de rencontrer les charognes sur le chemin vers votre cruche. Je continue à construire, à partir de feuilles éparses, une carte des causes, où chaque rue est vérifiée non pas par un slogan, mais par l'eau. Au milieu de la saison, une nouvelle mode apparaît dans les dossiers de la mairie. Purifier l'air. Des herbes aromatiques et des encens
sont achetés pour les grandes salles où les citadins se rassemblent pour des lectures édifiantes. Cela donne lieu à un rituel facile à montrer. Et dans aucun rapport, il n'entre en conflit avec les intérêts des ateliers. Parallèlement, les listes de dépenses ne mentionnent à nouveau aucune ligne concernant le renforcement des parois de la gouttière principale et l'évacuation des déchets en aval. Les notes des médecins de ces dernières semaines font état d'un changement léger mais persistant. Moins de plaintes là où les planchers recouvrent les cuvettes. Plus là où le canal est ouvert et où, le matin, une tache graisseuse provenant du banc flotte sur l'eau. Le parfum de la place ne change pas le cours des choses sous les planchers. Il ne fait que masquer l'odeur qui trahit le mensonge de la ville. Pendant ce temps, la vie quotidienne des adultes continue son cycle. Les blanchisseries, accolées aux fossés, déversent leur eau là où les teintureries jettent leurs résidus, les abattoirs, pour économiser sur les charrettes, laissent près des caniveaux ce qu'on appelle communément les restes. Je vois qu'à un carrefour, où il y avait encore des planches l'année dernière, celles-ci ont été retirées pour faire place à un abri temporaire pour les charrettes et qu'elles n'ont pas été remises en place. Dans le registre des décès, quelques semaines plus tard, apparaît une série de lignes portant le même nom que la ruelle. Ce n'est ni de la poésie ni du karma, c'est de la comptabilité de déviation. Et quand, lors de la réunion, on parle à nouveau de l'ordre à une heure tardive, cet ordre concerne les portes et les hanches, et non ce qui coule sur le seuil. Les notes d'un médecin font ressortir une scène silencieuse mais importante. Un artisan avec une charrette, adulte, robuste, habitué à labourer, racle dès le matin le décanteur là où le bain continue de fonctionner selon le règlement et transporte cette boue en aval, dans un ravin spécialement creusé à cet effet. Cette saison-là, sur cette branche des caniveaux, les files funéraires se raréfient plus rapidement. Il n'y a pas de morale là-bas, il y a du travail. Lorsque le bain est fermé, cet homme est privé de son travail sale, mais salvateur. Et son chiffon et sa pelle cessent de faire partie du système immunitaire de la ville. La ville ne perd pas sa décence, elle perd un filtre invisible et irremplaçable. Un autre conflit apparaît, la comptabilité, dont on n'aime pas parler sur la place publique. Les comptables additionnent soigneusement les amendes pour débauche et laissent parfois dans la marge des notes sur les dons privés destinés au remplacement des serrures, au renouvellement des sceaux et à la récompense des gardes. Ces mêmes pages connaissent le prix des planches et des couvercles, mais les enregistrent comme dépenses nécessitant un accord. Ce mot se transforme en une pause qui coûte la vie. Il est plus facile de s'entendre avec les gardes que de mettre en colère les tanneurs ou les teinturiers, dont les fonds alimentent le marché urbain. Il est plus facile pour les autorités de s'attaquer à la condition humaine
que de toucher aux marges bénéficiaires de quelqu'un. Les carnets médicaux continuent obstinément à utiliser la méthode de comparaison. Là où la rue descend en pente vers la rivière et où des planches recouvrent le fossé, les noms se répètent moins souvent dans le registre des décès. Là où le puits c'est sans couvercle, où il est pratique de descendre des seaux 10 fois par jour, les dates d'inhumation sont plus nombreuses. Là où, après une averse, les grilles-pièges ont fonctionné, le déferlement est plus court. Là où il n'y avait pas de grille, la gouttière se transforme en moyen de transport pour le malheur. Ces pages ne promettent pas de miracle. Elles établissent un lien direct entre les objets et le résultat. Et plus les objets sont ennuyeux, planches, boucles, couvercles, pentes, plus le résultat est fiable. Le mythe, quant à lui, se transforme en nouvelle formule. Après une semaine particulièrement difficile, la mairie renforce les sanctions pour les rassemblements nocturnes, augmente le nombre de gardes devant les blanchisseries et instaure un contrôle de la densité de la foule dans les cours. Le mot habituel « modestie » est remplacé par des adresses et des pentes. Mais dans le dossier se trouve une note du barbier, un homme aux mains laborieuses, sans belles syllabes. Il énumère 2 douzaines de noms d'adultes et 3 rues où ces personnes vivaient. Il compare les jours de pluie et les jours d'enterrement. Il demande de garder le bain ouvert selon un horaire strict et de fermer les 2 puits avec des couvercles lourds, car ces couvercles ne peuvent pas être vendus. Cette demande n'a pas de formulation solennelle, mais elle comporte une adresse et une action. Et ce sont précisément ces choses, après avoir été additionnées et soustraites, qui changent l'image sur la carte funéraire. Une coopérative initiative apparaît, composée non pas de justes, mais d'artisans qui en ont assez de respirer l'air aigre le matin. Ils ne discutent pas des mœurs, ils s'entendent sur le travail. Tous les quelques jours, 2 d'entre eux passent le long du fossé avec des pelles, enlèvent la couche de graisse et la déposent dans un tonneau. Les 3e apportent des planches et réparent les planchers pourris. Les 4e marquent les endroits où les couvercles des puits se sont affaiblis. Leur petit travail, qui n'appartient à personne, a un impact notable sur le nombre de funérailles dans leur quartier. Ces statistiques ne durent pas longtemps, car sans les fonds de la ville et sans horaire régulier, l'équipe s'essouffle rapidement. Mais même ce bref répit confirme à quel point le mouvement des objets privés, malheureux, planches, couvercles, grilles, peut changer le résultat lorsque le budget n'a pas le courage nécessaire. La pression religieuse s'atténue avec le temps là où l'on voit des résultats. Les prédicateurs commencent à insérer dans leurs discours des formules sur le souci de la propreté du logement et sur le travail de ceux qui nettoient les immondices. Et bien que ce soit toujours le langage des sentiments, j'y vois la trace de documents. Les statuts des bains publics
et les dispositions relatives au plancher se sont discrètement glissées dans les sermons. Ce n'est pas une transformation de la chair en bureau d'études, mais c'est un changement important. Là où le discours prestigieux cesse de déshonorer le corps et commence à défendre le travail, la ville fait un pas vers la protection réelle des habitants adultes. Ceux qui transportent l'eau, nettoient les fosses septiques, emportent les charognes plus loin que ne le fait habituellement le marché. Dans la commune voisine, où le règlement n'a pas été interrompu, une autre tâche ennuyeuse s'ajoute à la fin de la saison. Le comptage des rues avec des notes sur les averses. Ils n'hésitent pas à se montrer mesquins et ne craignent pas la routine. Les carnets médicaux y sont classés avec les plans des artisans, et de cette alliance entre l'arithmétique et l'artisanat naît une règle claire. Avant une averse prévue, il faut renforcer le nettoyage des grilles et des fosses septiques. Après l'averse, il faut nettoyer les bandes de caniveaux dans les 2 quartiers en aval. Chaque fois, cela coûte de l'argent et chaque fois, cela n'entraîne pas de pénalité morale pour la caisse, mais cela provoque des ruptures dans la chaîne des funérailles. À ce moment-là, le mot « règlement » cesse de sonner comme une punition et commence à sonner comme une habitude. Notre ville s'y engage tardivement et à contre-cœur, mais elle s'y engage. Après plusieurs semaines particulièrement malodorantes, la ligne concernant les passerelles et les couvercles est réintégrée dans le budget. Les sommes engagées sont modestes, mais l'effet sur la carte est notable. Dans les quartiers en aval, où les pointes noires étaient auparavant continues, des vides apparaissent entre eux. Les personnes en imperméable vert ne disparaissent pas, mais leurs itinéraires deviennent moins importants que ceux des personnes munies de pelles. Il s'agit là d'un changement de symbole évident. Le signe de la sévérité cède la place au signe de la sollicitude. Non pas une sollicitude abstraite ou bienveillante, mais une sollicitude artisanale qui se soucie de savoir où l'eau s'écoulera et où la boue s'arrêtera. Un nouveau conflit profond apparaît ici, entre le désir du pouvoir de contrôler les corps et le devoir de contrôler les objets. Le premier est plus simple et donne un retour immédiat sous forme de pièces de monnaie et d'applaudissements. Le second est plus lent, plus coûteux au départ et nécessite de se disputer avec les ateliers puissants. Mais seul le second change l'issue. Le règlement du bain public n'est pas une faiblesse, mais un contrat entre la ville et des adultes vivants. La ville fournit l'eau chaude, la pierre, le sol, le plancher, le couvercle, la pente, et en échange, elle obtient la stabilité pendant la saison chaude. Lorsque ce contrat est rompu, des serrures, des sceaux et des gardes apparaissent. Mais au lieu de la stabilité, la ville obtient une belle posture et une odeur inévitable. Je reviens au mythe et au papier, car ce duo définit toute la saison. Le mythe juge d'après l'apparence. Mélange des sexes, rire, heures tardives. Le papier juge d'après les faits. Le couvercle du puits sur sa charnière. La grille au-dessus de la cuvette.
la profondeur du puits sode, le calendrier des changements d'eau et du lavage des sols, l'évacuation des déchets en aval. Là où le papier formalise les choses, le mythe perd pied. Là où le papier est transformé en cachet sur la serrure, le mythe fleurit. Et c'est là, sans pathos inutile, que réside la vérité la plus sobre de la survie urbaine. Un devis honnête avec une planche et un couvercle est plus fiable que le vacarme des gardes. La fin de la saison met à l'épreuve les habitudes. Les averses s'en vont, la chaleur diminue, le trésor public cherche où faire des économies. C'est précisément à ce moment-là que la ville doit ne pas oublier la leçon qu'elle a apprise de manière nauséabonde. Si le budget prévoit encore des fonds pour les planchers, les couvercles et les pentes, si le règlement des bains publics continue à être appliqué comme une instruction et non comme une couverture pour les serrures, la prochaine semaine de chaleur sera plus calme. Alors, la pratique de la propreté deviendra une routine et le rituel de la décence un complément et non un substitut. Alors, les adultes rentreront du marché en traversant une rue qui ne pue pas, et le registre des décès ressemblera enfin à un calendrier et non à une marche des flèches sur la carte des égouts. En Hiver, lorsque l'eau se refroidit et que les odeurs se cachent sous la couche de glace, la ville s'assoit enfin à la longue table des listes et des normes. Je vois comment les statuts des bains publics sont réécrits, comment une modeste ligne sur le remplacement prévu des planchers apparaît dans le budget à côté des gardes, comment la question ennuyeuse des pentes des fossés dans les virages les plus serrés est à l'ordre du jour. Les médecins apportent à la mairie de minces cahiers à reliures tricotées. Ils contiennent des notes sur les rues, les jours de pluie, le vent près de la rivière, le voisinage des tanneries et des teintureries. Ce n'est pas du moralisme, mais de la géographie. Ces cahiers sont posés sur le registre des amendes, et pour la première fois de la saison, le papier sur l'eau est placé au-dessus du papier sur la bienséance. Ce n'est pas un geste, ni une démonstration de vertu. C'est l'ordre du bureau, qui prédit souvent l'ordre des rues. La nouvelle année commence par des changements minuscules, presque invisibles. Les lourds couvercles des puits sont désormais équipés de charnières, sous lesquelles il est impossible de glisser un couteau pour les emporter et les revendre. Les bains publics conservent leurs horaires habituels, mais ceux-ci sont désormais encadrés par des règles techniques. Changement d'eau réglementé, cycle strict de nettoyage des sols, amende infligée au maître baigneur en cas de débordement dans la cuvette, obligation de vider le décanteur en aval à des jours précis. Les blanchisseurs assis près des gouttières reçoivent de brèves instructions sur le vidage pendant les heures de bain. Il ne s'agit pas d'un roman sur la modestie, mais du régime de circulation de l'eau. Les tanneries se voient attribuer un programme amical, mais exigeant d'évacuation des déchets. Et les teintureries, des grilles-pièges,
et un tableau des couleurs qui ne peuvent être déversées les mêmes jours. Tout cela ne ressemble pas à un grand tournant moral. Mais sur la carte funéraire, quelques semaines plus tard, des vides apparaissent entre les pointes noires, comme si quelqu'un essuyait une vitre embuée. Le mythe tente toujours de résister, ramenant la conversation à la posture corporelle. Dans les journaux urbains, on entend les mots habituels « abstinence » et « silence ». Mais un autre message s'y glisse. Des rappels sur le soin apporté au logement, sur le travail digne de ceux qui nettoient les immondices. La rhétorique s'incline prudemment devant l'artisanat. Je n'en fais pas une ode à la vertu. Je constate simplement que là où le papier commence à décrire les objets, le discours cesse d'intimider et apprend à remercier. Ce petit changement éthique est soutenu par une pratique brutale. Les amendes pour mélange des sexes ne nourrissent plus la caisse principale. Elles sont remplacées par une taxe distincte pour violation des normes sanitaires par les ateliers. Lorsque un atelier ne respecte pas le calendrier de vidange ou transporte les déchets plus près que prévu, ce n'est pas le visiteur ni le commerçant qui paye, mais celui qui est inscrit sur les listes comme source de déversement. Pour la première fois, les regards se croisent avec les adresses. Je compare à nouveau les voisins. Dans la commune où le bain public a fonctionné toute la saison dernière, conformément au règlement, on réduit cette année les heures de garde et on embauche à la place des personnes avec des pelles à un salaire fixe et non sous forme de petits boulots occasionnels. Les carnets médicaux n'y ont pas noté de miracle, mais une stabilité. Les vagues de maladies sont devenues plus courtes et moins importantes. Notre ville tente de rattraper son retard, mais n'y parvient qu'à moitié. Le budget se souvient encore de la commodité des amendes pour débauche, mais a déjà appris à acheter à l'avance des planches et des charnières, afin de ne pas avoir à ouvrir des postes supplémentaires en urgence au printemps. Les points noirs sur la carte sont mobiles, mais ils capitulent là où le bois et le métal leur font concurrence. Ce n'est pas un combat spectaculaire, il n'y a pas de coup de cloche dramatique, mais il y a le silence de l'aube, quand le fossé sous le pont ne sent pas mauvais. Parmi les papiers qui détournent généralement le regard, il y en a un qui est durable, lourd comme une corde mouillée, le registre des averses. Ce n'est pas une chronique atmosphérique, mais une technique urbaine. On y note quand les grilles ont été nettoyées avant la pluie ou la couche supérieure des bassins de décantation a été retirée. Quelles sections des fossés ont nécessité un remplacement anticipé du revêtement. Avec la première forte averse de cette année, le registre fonctionne comme une carte de combat. L'eau va là où elle est autorisée à aller. Ce qui devait rester coincé dans le piège reste coincé. Dans le registre funéraire, le pic est inférieur aux prévisions et personne ne prononce ce chiffre sur la place.
Il est simplement visible dans une longue ligne de chiffres écrits en toutes lettres. Et c'est parfait. Les pratiques qui n'ont pas besoin de fanfare ont rarement besoin d'excuses. Le conflit avec les ateliers s'avère inévitable, et c'est précisément lui qui révèle le coût humain de la réforme. Les tanneurs perdent une partie de leur confort. Les teinturiers changent la logique de leur journée de travail. Les abattoirs déplacent le dépaissage plus loin du marché. Ce ne sont pas des changements agréables. Ils touchent à l'argent et aux habitudes. En réponse, le risque de grève courte et de sabotage silencieux plane. La ville sent le danger, car ces personnes alimentent la mairie avec leurs riches impôts. Mais c'est là que se pose le choix le plus important. Continuer à jouer avec les symboles sur les portes ou se lancer dans une dispute avec les puissants. Cette fois-ci, le Conseil choisit la deuxième option. Non par sainteté, mais par simple calcul sur la carte funéraire. Et dès que le premier précédent apparaît, lorsque l'atelier paie pour la grille cassée et le calendrier de vidange perturbé, le mythe de la débauche perd une partie de son pouvoir. Il devient moins cher que l'argent, car il cesse d'expliquer ce dont la canalisation est responsable. Je vois aussi le revers de la médaille, le sort des adultes dont le travail a toujours été invisible. Les personnes qui vidaient les fosses septiques, qui corrigeaient les pentes, qui enfonçaient des barres supplémentaires sous le plancher, reçoivent soudainement non pas l'aumône, mais une place dans le budget. Leur travail n'est plus appelé, en cas de besoin, il est planifié. Ces plans ont un rythme, comme une prière, mais ils ne prient pas les mots, mais le bois et l'eau. Et là où le calendrier de travail coïncide avec le calendrier des averses, les carnets médicaux perdent l'habitude de s'assombrir densément pendant les mêmes semaines. La mort cède la place à l'ordre. Cela semble sec et dur, mais c'est plus honnête pour une ville qui veut respirer. Je n'oublie pas les jours sombres, car ils reviennent. Il y a des semaines où il fait plus chaud que d'habitude, où l'on apporte plus de bétail que prévu, où l'on vend plus de poissons gras au marché, et où, le soir, les caniveaux bruissent comme du tissu sous l'eau. Ces jours-là, les gardes semblent à nouveau être une solution séduisante. Ils sont visibles, ils sont rapides. Mais l'expérience m'a déjà appris à enregistrer les mains et non les visages. Et lorsque, au lieu de faire une descente dans les cours, les médecins, les charpentiers et les concierges se rendent aux endroits clés des caniveaux, ferment les couvercles, nettoient les grilles, posent des planches supplémentaires. Sur la carte des funérailles, la vague remonte à la surface et s'éteint aussitôt. Le mythe recule, car l'ambiance de la place, quelle qu'elle soit, ne supporte pas le seau près de votre puits. Seul un adulte aux épaules habitué au poids peut le supporter. Il ne reste plus qu'à dire l'essentiel sans sucre moral. La ville, qui a financé pendant des mois la décence, acheté des tampons et s'est entraîné à compter les paniers dans les blanchisseries, a pris la coûteuse habitude de regarder les corps au lieu de regarder dans le fossé. La ville, qui a décidé de donner de l'argent pour des planches,
des couvercles, des puisards et des gens avec des pelles, a eu moins de raisons de prêcher et moins de lignes à écrire pour le greffier des pompes funèbres. La fin n'est pas héroïque. Elle sent le bois, l'eau chaude et l'argile humide. Les pratiques d'hygiène réduisent la mortalité. Les interdictions ne font que du bruit. Et si cette conclusion semble trop simple, c'est parce qu'elle l'est. Le papier triomphe du mythe lorsqu'il décrit les objets et paie les mains, et non lorsqu'il met un cadenas sur la porte du bain.